Bonjour à, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence de restitution de l'ouvrage La face cachée des sociétés civiles au Maghreb, organisée par l'Agence française de développement en partenariat avec Aix-Marseille Université et le laboratoire interdisciplinaire environnement-urbanisme. Ce webinaire est organisé 2 jours avant la Journée mondiale des ONG qui a lieu traditionnellement annuellement le 27 février, qui intervient cette année en 2021 dans des conditions particulières à l'heure où le monde subit une crise sanitaire sans précédent aux conséquences sociales et économiques particulièrement difficiles au Maroc, en Algérie et en Tunisie, où les acteurs de la société civile pourront et devront certainement jouer un rôle tout particulier pour contribuer à en pallier les effets. Je me présente, Johan Chermette Wagner, chargé de projet régional à la direction régionale Afrique du Nord de l'Agence française de développement, en charge du suivi des questions relatives à la société civile, à l'innovation et à la redevabilité, et je serai votre modérateur et animateur tout au long de ce webinaire. Un bref rappel sur le contenu et les objectifs de notre événement, qui s'étalera sur une durée de 2 heures, divisée en 2 sessions d'1 heure avec 9 intervenants invités que je remercie tout particulièrement. Nous aurons le plaisir d'introduire la première session avec notre directeur régional, Monsieur Mathieu Vasseur, intervention qui sera suivie par la restitution de l'ouvrage La face cachée des sociétés civiles au Maghreb par ses 3 co-auteurs, Madame Fatima Chaïd, spécialiste des politiques publiques et de la gouvernance locale, Monsieur Emmanuel Matodi, professeur des universités et responsable de la chaire Société civile, transition urbaine et territoriale en Méditerranée, et Monsieur Martin Péricard, chef de projet société civile et expert éducation et formation professionnelle à l'AFD. Cette conférence sera suivie d'une table ronde avec nos 5 autres invités, 4 représentants de la société civile et une représentante de la division des partenariats avec la société civile de l'AFD. Ce deuxième moment nous permettra pendant 1 heure d'analyser le rôle que jouent les organisations de la société civile dans le prolongement de l'action publique au Maghreb. Nous reviendrons sur la place et l'influence des associations locales dans la réponse aux défis sociaux et économiques et leur articulation avec les politiques publiques mises en place, les difficultés que rencontrent ces acteurs, mais également leurs projections dans l'avenir. Nous discuterons également de la place de la jeunesse dans la région, les leviers d'action possibles face aux défis importants qu'elle rencontre. Et enfin, nous questionnerons le rôle de la coopération et les mécanismes à mettre en place pour mieux accompagner les mutations sociales et économiques des pays du Maghreb. N'hésitez surtout pas à poser vos questions de manière concise et par écrit dans le fil de discussion que vous trouverez à votre droite, que nous sélectionnerons et que nous ne manquerons pas de relayer à nos invités dans la mesure du temps imparti. Je cède sans plus tarder la parole à Monsieur Mathieu Vasseur, notre directeur régional Afrique du Nord de l'Agence française de développement, et je vous remercie chaleureusement pour votre participation. Merci. Merci Johan et bonjour à tous. En guise d'introduction, mais aussi de mise en perspective, quelques mots sur le groupe AFD et la façon dont est conçue son activité en Afrique du Nord et son lien avec la société civile qui nous a conduit notamment à accompagner les travaux de recherche autour desquels nous échangeons aujourd'hui. Donc une bonne façon de vous en parler, c'est d'évoquer notre stratégie régionale que nous venons d'élaborer ces derniers mois pour les 5 prochaines années. Je vous laisse donc démarrer la présentation si elle est disponible. Voilà, tout d'abord, pour commencer avec la première diapositive, donc la suivante, la numéro 1, merci beaucoup. La conjonction d'évolutions simultanées marque cette région, des évolutions, je dirais même des transformations profondes économiques, sociales, environnementales et dans certains cas politiques. Des enjeux structurels sur lesquels je ne reviens pas longuement puisque tout le monde les connaît en termes de chômage, d'inégalité, de stress hydrique ou de conditions climatiques qui ne font que s'aggraver. Tout ceci posant la question de la place de l'individu en fait dans la société, en particulier des générations futures. Et puis finalement notre constat que la crise Covid est venue amplifier fortement ces tendances. Elle a joué un rôle d'accélérateur d'une certaine manière, mais aussi de révélateur en fait de la non-durabilité des trajectoires de développement. Et à ceci s'ajoute l'imbrication de ces enjeux, la communauté de défis entre l'Afrique du Nord et l'Europe, et le Maghreb en premier lieu, qui est un fait qu'on a beaucoup étudié
et qui nous fait appréhender les choses de façon unique avec cette région, comme nulle autre région dans le monde pour nous, Européens, et qui nous fait prendre conscience du fait qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de entrer dans un nouveau paradigme et de renforcer des liens historiques entre nos 2 régions. La deuxième diapositive pour vous décrire tout simplement, je vous laisse la passer. Une stratégie qui est donc tournée vers l'idée de transformation. Transformation pour arriver à de nouveaux équilibres sociaux et environnementaux au service desquels, en quelque sorte, se place l'économique pour contribuer à ces défis communs dont je parlais tout à l'heure entre la France et l'Afrique du Nord et plus largement entre l'Europe et l'Afrique du Nord. 3 éléments qui sont pour nous importants. D'abord, en termes de méthode, d'abord une approche résolument portée sur le long terme, c'est-à-dire qu'aucun projet, aucune initiative, aucun dialogue n'a de sens que s'il s'inscrit dans une trajectoire de long terme et dans une forme de pleine durabilité qu'on essaie d'appréhender à travers, je dirais, une lecture globale des enjeux. La deuxième, c'est l'idée de transformation. Transformer, c'est aussi miser différemment et prendre en compte des jeux d'acteurs nouveaux, et en particulier les acteurs de la société civile. Et puis le dernier, auquel on tient particulièrement, c'est dans toutes nos actions d'être avant tout et en premier lieu un véhicule de promotion, d'échange, de catalyseur, de liens entre les 2 rives de la Méditerranée pour faire face à cette tentation du repli qu'on observe partout et en s'inscrivant dans une idée de partenariat, de résolution commune des problèmes et au fond d'un changement total de paradigme de l'aide au développement avec, je dirais, une idée un petit peu passée du nord vers le sud pour aller vers quelque chose de beaucoup plus moderne et misant beaucoup plus sur le partage d'expériences réciproques et mutuelles. Troisième diapositive, pour vous présenter très brièvement, dès qu'elle nous apparaîtra à l'écran, les axes autour desquels on va travailler, les axes climat, les axes cohésion sociale et les axes économiques. Au niveau du climat, on travaillera sur vraiment la réponse à, comme vous le savez, à des défis auxquels est confrontée l'Afrique du Nord comme nulle autre région dans le monde. Hein. Les défis climatiques sont énormes et on les appréhendera à travers les questions d'adaptation et d'atténuation, comme vous pouvez le constater ici. La question du lien social avec bien évidemment en haut des priorités l'égalité hommes-femmes, les questions de santé et de protection sociale qui sont particulièrement prégnantes et bien sûr les questions d'éducation dans leur continuum de l'éducation primaire jusqu'à l'enseignement professionnel ou supérieur et donc à l'insertion en réalité des générations futures dans la société et dans la sphère économique notamment. Et puis enfin, les questions économiques avec l'idée de transformation et de travailler en particulier sur les acteurs, avec les acteurs de la transformation, j'y reviendrai, dans la lutte contre les discriminations également pour faciliter l'égalité des chances, pardon, et dans la projection de l'accompagnement la projection des acteurs au-delà de leur sphère initiale, habituelle, régionale, mais aussi africaine. Tout ceci, on le fera avec les instruments de notre groupe AFD ProParco et Expertise France qui nous permettent, à travers ces différents instruments, de travailler sur tous les sujets et avec tous les acteurs. La diapositive suivante va me permettre de vous parler quelques minutes de la place centrale des sociétés civiles que nous accordons à la société civile dans cette stratégie régionale. D'abord, en rappelant que c'est une priorité de la France et l'Agence française de développement est là pour décliner cette politique.
mais aussi plus spécifiquement dans cette stratégie à travers ce qu'on en attend, le rôle primordial qu'on lui voit jouer dans les liens justement entre les deux rives. Le fait aussi que ce sont des acteurs du changement. On voit que la société civile est un véhicule formidable d'innovation économique et sociale, et c'est donc vers eux que nous souhaitons nous tourner pour accompagner un certain nombre de transformations, et puis aussi en revisitant d'une certaine manière l'articulation de l'action des sociétés civiles avec la politique publique, et je pense qu'on aura l'occasion aujourd'hui d'en parler longuement, dans un contexte par ailleurs bouleversé qui, à mon avis, à notre avis, vient encore une fois bouleverser les jeux d'acteurs et ouvrir de nouveaux espaces d'articulation entre les pouvoirs publics et la société civile. Quelques mots enfin, dans la dernière diapositive que je vous présenterai, pour tout de même rappeler un petit peu les instruments avec lesquels on travaille avec les sociétés civiles. Je n'y reviens pas dans le détail, mais nous avons mis en place tout d'abord un guichet qui permet d'accueillir les initiatives prises par les organisations de la société civile et que nous examinons et que nous finançons, mais je pense que certains de nos collègues pourront y revenir tout à l'heure. Nous travaillons aussi à travers d'autres modalités de financement, à travers notamment des appels à projets thématiques qui nous permettent de mettre l'accent sur des sujets particulièrement importants, eu égard à notre stratégie, mais aussi aux enjeux que traverse la région. Je pense que plus largement, et je terminerai par là, l'idée au-delà des instruments, c'est de miser davantage sur la société civile au sens large pour accélérer les transformations, ce qui implique une prise en compte dans nos actions, dans l'ensemble de nos réflexions, dans notre dialogue aussi avec les pouvoirs publics, la prise en compte de cette dimension, des recommandations et de l'action des sociétés civiles, et ce qui suppose donc d'être absolument à l'écoute pour améliorer encore notre compréhension des sujets, des dynamiques en cours. Et donc, je pense que ceci rejoint parfaitement l'exercice dans lequel nous nous lançons aujourd'hui et dont je me réjouis. Merci à vous et bonne continuation pour ces travaux. Merci beaucoup Mathieu pour cette introduction qui nous rappelle dans quel contexte s'inscrit l'AFD dans la région Afrique du Nord et quels sont ses objectifs stratégiques pour répondre à long terme aux défis qu'elle fait face. Je vais désormais laisser la parole à Madame Fatima Chaïd, Monsieur Emmanuel Matedi et Monsieur Martin Péricard pour leur présentation de l'ouvrage La face cachée des sociétés civiles au Maghreb. Et la parole est à vous. Alors, je la prends, Johan, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence. Nous voudrions commencer cette présentation en remerciant tout d'abord les bailleurs et nos partenaires de ce travail de recherche et de ces suites, particulièrement l'AFD, la Caisse des dépôts et consignations, l'Université d'Aix-Marseille, la Coopération monégasque, la Fondation de France, ainsi que toutes les personnes et les organisations qui ont bien voulu prendre le temps de répondre à nos questions. Alors, pour vous présenter notre chemin d'intervention, nous pouvons dire qu'il y a 3 pas. Un premier qui consiste un petit peu à vous décrire notre interrogation première, ce qui a fait que nous nous sommes lancés dans cette aventure de la recherche avec notre objectif et notre méthodologie de recherche. Un second pas qui va nous permettre de voir les principaux résultats de cette recherche en situant les contextes, en faisant le récit des expériences et en les analysant. Et puis, un troisième et dernier pas que nous ferons sur les perspectives. Alors, pour reprendre ce chemin sur nos interrogations premières, nos objectifs et la méthodologie de la recherche, nous pouvons commencer en disant que quand on parle de la Méditerranée, et particulièrement des rives sud de la Méditerranée, nous nous apercevions que nous évoquions et l'ensemble des acteurs évoquaient cette partie et notamment le Maghreb sous forme de crises, des crises écologiques, des crises migratoires, des crises sécuritaires, économiques, sociales, politiques, et qu'il y avait peu finalement
de regard qui était porté sur d'autres dimensions que la dimension politique de l'expression citoyenne dans la foulée des printemps arabes. Et nous voulions, de notre côté, en tant que chercheurs, en tant que praticiens, qui allions régulièrement rencontrer nos collègues du Maghreb, nous voulions éclairer la face cachée des sociétés civiles au Maghreb, qui portent des initiatives contribuant au développement de l'éducation, de l'emploi, de la santé, du handicap, de l'environnement, d'action sociale ou culturelle, et j'en passe. Alors notre parti pris de cette recherche, il s'est fait autour de 4 balises. Interroger les sociétés civiles sur leur capacité d'initiative, d'organisation, de gouvernance, mais aussi d'occupation de l'espace public, de relation avec ces pouvoirs publics qui nous semblaient importants. La seconde balise, c'était étudier la manière dont les acteurs évoluent dans le contexte actuel, comment ils s'organisent, se structurent et entreprennent pour faire bouger les lignes. Troisième balise, c'était l'idée de repérer ce qui fait trouvaille, ce qui est innovant, nouveau, et répond aux besoins des populations en lien ou non avec les pouvoirs publics. Et enfin, la quatrième balise, c'était de repérer ce qui est potentiellement pérenne dans les initiatives des sociétés civiles, car souvent, c'est une difficulté des projets, c'est leur pérennité. Nous le verrons un peu plus tard dans des questions que posent les acteurs des sociétés civiles au regard des financements des bailleurs. Alors sur la méthode, notre parti pris, c'est une méthode itérative, empirique, dans une visée de démarche qualitative qui est une des limites de notre travail. Hein. Elle est non exhaustive, mais elle a quand même permis de travailler à partir de 250 entretiens réalisés sur le terrain et 71 initiatives qui ont été observées. Notre second pas, comme nous l'avons annoncé, va permettre de situer les contextes, de faire le récit des expériences et de les analyser. Alors, pour ce faire, nous allons maintenant aborder avec mes collègues l'histoire de la société civile ou des sociétés civiles, parce que nous allons nous rendre compte que il n'y a pas une société civile, elle est composite, elle est fragmentée, en tout cas, elle n'est pas constituée d'un bloc, et porter un regard sur l'histoire de ces sociétés civiles nous a apparu indispensable pour comprendre aujourd'hui et demain. Ensuite, nous avions besoin de caractériser les contextes et comment ceux-ci avaient des impacts sur la possibilité des sociétés civiles à porter des initiatives, car ce n'est pas la même chose de travailler en tant que société civile au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Ensuite, nous avons essayé de comprendre et d'analyser les politiques publiques. Cela a été dit en introduction, elles influent et elles accompagnent l'action des sociétés civiles, dans certains cas de façon très appuyée, dans d'autres cas de façon plus timide. Nous allons aussi, même si nous n'avons pas travaillé cette approche, en tout cas cette thématique dans notre recherche, mais nous avons été interrogés dans nos entretiens à de nombreuses reprises par les acteurs de la société civile sur la coopération internationale. Et nous allons essayer de vous présenter les principales questions qui ont été posées par ces acteurs et qui nécessiteront certainement des travaux de recherche complémentaires et ultérieurs. Enfin, et ce sera la partie
la plus importante de notre intervention. Nous allons vous parler du repérage des initiatives, de l'analyse de celles-ci et de ce que l'on peut en dire, aussi bien à l'échelle des pays que de façon plus transversale à l'échelle de la région. Alors, ce troisième pas de notre chemin et le dernier nous permettra d'évoquer aussi les suites de cette recherche et de cette aventure finalement qui ne fait que démarrer. Voilà un petit peu le chemin que l'on vous propose et je vais laisser la parole dans un premier temps à Fatima. Fatima, je te passe le témoin. Merci Martin. J'attends que le PowerPoint soit mis en… D'accord. Bon, merci. Donc, pour répondre aux questions qui viennent d'être posées par Martin, il nous fallait mettre en évidence, à travers une lecture historique, quels sont les faits marquants et quels sont les acteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, la société civile dans ces trois pays s'est développée, elle s'est renforcée et qu'elle est devenue aujourd'hui l'acteur qu'il est, un acteur important avec lequel, dorénavant, les pouvoirs publics doivent composer. Alors pour cela, il fallait voir aussi quelles sont les ruptures et les continuités qui ont fait que ici la société civile a été renforcée. Par des moments, elle a été mise en veilleuse, par des moments, elle a été bloquée, et donc revenir sur le poids de l'histoire et toutes les pesanteurs qui font qu'aujourd'hui, nous permettent aujourd'hui de voir quelle est la situation actuelle et d'où elle vient, et également quelles sont les perspectives futures. Alors pour cela, je vais répondre aux questions suivantes. Quelles similitudes entre les trois pays? Quels sont les points spécifiques à chaque pays? Et puis faire un zoom mais très global sur la situation actuelle et sur le rapport entre les pouvoirs publics et la société civile. Alors, dans les similitudes, je vais évoquer essentiellement 5 similitudes parce que dans l'ouvrage, il y a beaucoup plus de détails, mais vu le temps qui nous est donné pour la présentation, donc je vais m'arrêter au niveau des 5 les plus importantes. La première, c'est que dans les trois pays, il y avait une société qui est organisée selon un modèle traditionnel, organisée et qui fonctionne selon les us et coutumes, et également qui organise tous les domaines de la société. Et sur ce fait, qui est commun aux trois pays, il y aura l'intervention donc de l'occupation, le même pays qui va occuper les trois pays pendant une période qui est différente, avec des dénouements qui sont différents, avec des statuts qui sont différents. Et le point commun ou le premier élément qui a attiré notre attention, c'est l'introduction dans cette organisation traditionnelle du droit positif. Donc, qui dit droit positif, dit organisation. Donc, c'est à ce moment-là que vont être introduits les libertés, les droits de liberté sur les associations, sur les partis politiques, sur les syndicats. Mais en même temps, cela crée donc, là où la société était organisée d'une manière autonome, cela crée une dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et de là vient l'autorisation d'exercer ou de réaliser le droit, la liberté d'association. Le deuxième fait, c'est que cette intervention, la création de ces nouvelles structures, ils vont affaiblir également les pouvoirs traditionnels. Le deuxième fait marquant et qui est commun aux trois pays, c'est qu'après l'indépendance, après toutes les promesses de liberté, d'égalité, nous avons vu dans les trois pays l'instauration de régimes autoritaires, totalitaires. Et qui dit régime autoritaire dit en face l'organisation de la résistance. Et c'est à cette période-là que vont naître les premières associations de droits de l'homme, de droits des femmes, des associations de jeunesse. Et à partir de cette période, on va dire qu'il y aura une relation qui va être une relation très difficile, conflictuelle entre la société et les pouvoirs publics. Le troisième élément, donc, qui dit problèmes politiques, donc dit problèmes économiques et sociaux. Et donc, dans les trois pays, il y a eu d'importants et de graves problèmes sociaux, l'intervention des institutions internationales. Et donc,
sous la pression de l'opinion internationale et la pression interne, ces pays vont procéder à des ouvertures, mais des ouvertures très contrôlées. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont naître les associations de développement, celles qui sont créées par le pouvoir, mais celles qui viennent d'initiatives citoyennes qui ont eu l'idée ou le besoin de participer au processus de développement. Et donc, sur cette situation, sur cette ouverture, si on veut, qui était importante à cette époque, dans la foulée de cette ouverture, il y a eu l'apparition des premières associations qui ont un référentiel religieux et qui ont été, selon les cas et selon les périodes, soit tolérées, soit interdites, soit encouragées en fonction des politiques et des pays, de chacun des pays. Et ce qui nous ramène au point commun, aux 5 points communs également. Le premier point commun est un point politique. Un élément qui a été peu mis en évidence, c'est même si on a eu des systèmes autoritaires dans les 3 pays avec une confrontation, avec de longues périodes de conflits, de disparitions, la liste est longue, les systèmes politiques étaient différents parce qu'on avait à la fois un système basé sur le parti unique en Algérie et en Tunisie, mais un système basé sur le multipartisme au Maroc. Et vous imaginez la présence d'un système unique, d'un parti unique qui contrôle à la fois l'appareil de l'État et la société, laisse peu de place à l'initiative privée. Dans les 2 pays, et dans le 3e pays, ça ne veut pas dire qu'il y avait une liberté totale, mais il y avait un multipartisme qui a été dans le conflit, mais qui va arriver à un moment donné, c'est-à-dire la gauche qui était essentiellement dans l'opposition, va arriver à un moment donné au pouvoir et qui va changer la donne et qui va changer beaucoup de choses sur lesquelles je vais revenir plus en détail. Le deuxième élément donc qui fait différence, c'est la présence de syndicats très forts en Tunisie, impliqués politiquement, qui va jouer un rôle important, que ce soit avant 2011 ou que ce soit après le 2011, dans le dénouement de la crise et dans la transition, bien que certains acteurs considèrent que la présence forte des syndicats fait de l'ombre à la société civile. Le 3e élément est un élément important et c'est également par rapport à cela que la société civile a pu évoluer, c'est les financements. Dans les 3 pays, il y a eu des systèmes de financement plus ou moins différents d'un pays à l'autre. Un financement contrôlé, conditionné en Tunisie, donc il fallait appartenir à une catégorie déterminée au niveau de l'échelon, au niveau également des priorités. Un financement d'associations beaucoup plus de masse qui ont un caractère, on dirait, de service public en Algérie. Un financement beaucoup plus ancien au Maroc qui remonte déjà à 2060 au niveau des collectivités locales, mais qui va changer à partir de 1990 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc la mise en place de lignes budgétaires dans les différents ministères qui sont dédiés au financement des associations avec des appels d'offres, avec un cadre de partenariat, ce qui va changer beaucoup de choses depuis et donc il va mettre, y compris, limiter tout le clientélisme qu'il y avait derrière le choix des projets. En 4e lieu, côté des financements, il y a les financements des organisations internationales, de la coopération internationale, qui est beaucoup plus ancienne au Maroc, puisqu'elle date de 1960, avec beaucoup d'accords de siège, mais qui était beaucoup plus limitée en Tunisie et beaucoup plus contrôlée en Algérie, ce qui va changer énormément de choses. Et essentiellement, à partir de 90, il y a eu au Maroc un investissement très important de la coopération internationale en termes de financement, en termes d'idées, en termes de renforcement de capacités, ce qui a contribué à l'évolution de la société. Au niveau juridique, donc, dans les 3 pays, on est dans un système pour la création d'associations, un système d'autorisation déguisé en déclaration. Et donc, depuis, il y a eu énormément de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, bien sûr, les choses ont changé, mais pendant toutes les périodes des 60 ans, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de la création d'associations et donc la limitation de la liberté à ce sujet, plus des
plus des limites qui sont beaucoup plus subtiles au niveau de la catégorie, au niveau de l'échelon et au niveau y compris de l'adhésion, puisque par exemple en Tunisie, avant 2011, une personne qui demande l'adhésion à une association, l'association ne pouvait pas dire non, donc la légitimité, l'autonomie était très touchée. Et donc, je reviens aux constats globaux. Aujourd'hui, nous avons dans les 3 pays une croissance sans précédent des associations, mais une croissance qui va cacher beaucoup de disparités spatiales et disparités démographiques. Nous avons également une société civile composite, vu le domaine d'intervention, vu les statuts entre le formel, l'informel, entre les mouvements virtuels. Nous avons également une diversité au niveau des positionnements entre les associations qui sont dans l'opposition, celles qui sont dans l'interpellation, celles qui sont dans l'allégeance et celles qui se cherchent et qui n'ont pas de position claire, et un égal accès, que ce soit au financement et que ce soit à l'information. Avec 2 tendances donc, qui sont importantes. L'ancienne génération, qui est composée des associations de droits de l'homme et des droits de femmes, qui ont joué un rôle très, très, très important et qui continuent à le jouer d'une autre manière, mais jusqu'à nos jours. Il est important de le préciser dans l'aboutissement des droits de l'homme, dans l'aboutissement de la démocratie, dans plus de liberté. Donc, c'est un combat, je crois, qui a été sans relâche dans les 3 pays. Et qu'il faut aujourd'hui reconnaître parce que c'est grâce à ça qu'il y a eu l'évolution que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la nouvelle génération. Je crois qu'Emmanuel va revenir là-dessus, qui est forte par sa capacité de mobilisation virtuelle, par la spontanéité parfois de mouvements qui sont très influents au gré des événements, au gré des problèmes politiques, au gré des événements sociaux. Et également des associations de la nouvelle génération hybride, on va y revenir et expliquer plus, et celles qui tâtonnent, qui sont entre le positionnement, l'allégeance ou la recherche de positions personnelles ou de financement. Donc, en Tunisie, on peut dire qu'il y a aujourd'hui une rupture générationnelle, mais l'émergence d'une société civile qui s'est émancipée avec un cadre des libertés qui peut être le plus avancé de toute la région. Au Maroc, nous avons une société civile, on dirait, qui est beaucoup plus ancienne, structurée, professionnalisée, coalisée peut-être un peu plus, mais qui aujourd'hui vit malgré cela des risques à prendre comme exemple toutes les limites de liberté d'association que connaissent aujourd'hui les associations de droits de l'homme et les associations de droits de femmes, vu le pouvoir, le conservatisme qui caractérise le pouvoir en place. Et donc, dans cette situation, la relation, si on fait une lecture perspective, mais très générique, la relation entre la société civile et les associations dans les 3 pays, nous avons quand même une mainmise sur la société civile pendant une longue période, avec aujourd'hui l'émergence d'une société civile qui est beaucoup plus visible en Tunisie, qui a joué un rôle très important, qui a participé à tout le processus de transition et aux réformes, mais qui reste, connaît énormément de difficultés. Elle a besoin de renforcement, elle a besoin, parce que lors de notre étude, nous avons constaté qu'il y a eu un investissement énorme depuis 2011 de la coopération internationale, mais qu'il y a un essoufflement ces dernières années. Donc là, il y a un grand besoin de renforcement. Une société civile algérienne qui est aujourd'hui en émergence après une longue période de contrôle et qui donne de l'espoir par rapport aux années futures à l'Algérie et aux autres pays. Et un rétropédalage, je dirais, dans au moins la Tunisie et le Maroc, on a eu des avancées au niveau des lois, au niveau de le rôle que devrait jouer la société civile, avec des ministères de relations avec la société civile qui, quelque part, sont en train de voir comment se positionner, qui joue entre le soutien et la tutelle,
sur cette société civile et sur un fond de divergence, mais profond, sur le rôle que devrait jouer la société civile. D'ailleurs, le dialogue social qu'il y a eu au Maroc entre la société civile et ce ministère a donné lieu à une fracture en donnant entre deux types de sociétés civiles, celles qui sont dans le conservatisme et celles qui sont dans l'ouverture et l'universalisme. Et donc, tout ça nous emmène à nous poser des questions parce que depuis 2011, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a eu des réformes, il y a eu beaucoup de promesses, mais nous avons assisté aussi depuis 2011 à plusieurs soulèvements, que ce soit Aide Hirak au Maroc, 2016, 2017, 2018, 2019, avec le Hirak du Rif et dans d'autres régions, en Tunisie également et en Algérie actuellement. Ce qui nous amène à nous poser des questions par rapport à ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les réformes qui ont été promises sont insuffisantes? Est-ce que ces réformes et toutes les promesses qui ont été faites 2011 et les années qui ont suivi avaient juste pour objectif de calmer la colère sociale? Est-ce qu'elles ne répondent pas aux aspirations des citoyens et d'autres questions? Je crois que répondre par oui ou par non serait ne pas connaître tous les enjeux et toutes les complexités de nos sociétés et serait aller dans la facilité vu la complexité du contexte actuel et surtout depuis ces 2 dernières années avec la pandémie. Donc voilà globalement les grands traits de ce constat. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. Je suis allée rapidement pour permettre à mes collègues d'interagir et je donne la parole à Emmanuel Matedi pour la suite. Merci. Alors, nous, en l'occurrence, je vais juste faire une petite intervention sur la coopération internationale et les bailleurs. Je me rapproche parce que je m'aperçois que je suis le seul confortablement installé sur le canapé et je me dis que c'est quand même mieux si je suis un peu plus proche de la caméra. Alors, ce qu'on peut dire sur la coopération internationale et les bailleurs de fonds. Cela a été dit, il y a une augmentation de l'aide dans la région suite au printemps arabe, avec des bailleurs qui sont nombreux, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, des coopérations comme la coopération allemande, mais aussi des coopérations comme la coopération espagnole ou italienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les mouvements qui ont suivi les révolutions heureuses ou moins heureuses au Maghreb, les bailleurs de fonds et la coopération internationale ont été là pour apporter leur aide dans la région. Alors au Maroc, si on essaie de décliner un petit peu par pays, au Maroc, il y a une présence importante, diversifiée et qui est ancienne, hein, qui précède la chute de Ben Ali et les mouvements qui s'en sont suivis dans la région. En Algérie, il y a un appui à la société civile qui, elle aussi, précède les mouvements du printemps arabe, mais qui est sous contrôle des pouvoirs publics. Et en Tunisie, il y a eu, suite au printemps arabe, un investissement massif dans des programmes de renforcement des capacités de la société civile. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de nos entretiens, il y a eu des craintes formulées par nos interlocuteurs, des questions portant sur la coopération et les bailleurs de fonds. Comme nous n'avons pas travaillé sur la coopération internationale et les bailleurs de fonds précisément et que cela reste un travail en devenir, nous souhaitons partager avec vous les principales questions que nous avons pu recueillir. Alors,
La première, c'est en quoi la coopération internationale et les bailleurs de fonds soutiennent certaines associations au détriment des autres. En quoi cette coopération internationale participe finalement à la fabrique d'une société civile divisée et en quoi cette coopération internationale contribue à fragmenter les sociétés civiles des pays concernés. Une autre question concerne le fait qu'il y a des projets qui sont plaqués dans des contextes autres que ceux dans lesquels ils ont été conçus. Donc, en un mot, des projets du Nord qui sont implantés au Sud. Il y a aussi la question sur l'influence que peuvent avoir les acteurs dans des domaines non considérés comme prioritaires pour le pays. Ça rejoint un peu le point précédent. Un autre point qui est souvent relevé concerne la viabilité des initiatives et leur financement. Les acteurs rencontrés ont l'impression que les bailleurs et la coopération internationale se retirent finalement à des moments critiques de viabilité des initiatives. Et enfin, il est posé la question du soutien croissant de la coopération internationale et le bailleur de fonds à des initiatives d'associations à référentiel religieux et de réduire celui des associations à référentiel universel portant les droits de l'homme, le droit des femmes. Voilà. Donc, ces questions, encore une fois, elles nous ont été posées et nous les partageons aujourd'hui avec vous. Et elles restent à travailler sur des recherches ultérieures. Emmanuel, je te passe la parole pour le troisième pas de ce travail, l'analyse des initiatives et puis une conclusion sur les perspectives. Merci. Pardon. Merci Martin, merci Fatima. Est-ce que Karim, je pourrais avoir la slide qui concerne les initiatives de la société civile? Parfait. Bon, je vois que le temps s'écoule, donc je vais essayer de faire vite, même si en fait la partie consacrée aux initiatives, c'est finalement l'objectif de notre travail, celui qui nous a occupé le plus dans la conduite de cette recherche, celui aussi qui a donné lieu au dernier chapitre de notre ouvrage, qui est le chapitre le plus conséquent. Ceci étant, avant de dire quelques mots de ces initiatives observées à l'échelle des 3 pays, je veux juste rappeler ce que Martin a dit en introduction à propos de ce focus fait sur l'observation d'initiatives innovantes dans leur contexte, sur ce focus porté à des initiatives attachées aux valeurs démocratiques, attachées à la justice sociale. Si on s'est attaché à ça, c'est pour les objectifs évoqués tout à l'heure. Mais ayez bien à l'esprit que quand on se focalise sur ce type d'initiative, on n'oublie pas que la situation économique et sociale est difficile aujourd'hui et avec la crise sanitaire plus que jamais. On sait bien que sur le plan politique, il y a potentiellement des points de bascule préoccupants, notamment en Algérie ou en Tunisie. On a bien conscience que dans les domaines observés, les problèmes et les manques sont immenses. Et pour les associations en tant que telles, on observe depuis des années que leur situation est contrastée, qu'elles souffrent souvent de professionnalisation et de capacité de financement, ou encore qu'elles peuvent être parfois orchestrées et manipulées. Ça veut dire que ce qui a compté pour nous, en ayant malgré tout conscience de ça, c'est d'aller observer des actions menées par la société civile qui sont, de notre point de vue, très enseignantes. Des expériences aussi que leur faible nombre ne doit pas nous empêcher de regarder. Au contraire, car si elles sont là, ce n'est pas non plus par hasard. On fait ainsi l'hypothèse qu'elles constituent les signaux d'un mouvement, d'un terreau potentiellement fertile. Je veux bien changer de slide, Karim. Pour illustrer le propos,
J'évoquerai des initiatives ou des démarches qui nous sont apparues comme des trouvailles très intéressantes à l'échelle des 3 pays. Sur la question de l'emploi, par exemple, il existe des associations qui sont capables d'aller chercher des jeunes en difficulté, de les accompagner vers la formation professionnelle avec une mise à niveau, puis de les aider à décrocher un emploi, jusqu'à assurer le suivi en entreprise durant les premiers mois de leur insertion professionnelle, pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour qu'il n'y ait pas de décrochage. Au travers de cette manière de faire que l'on a pu observer, il y a quelque chose d'une approche transversale qui permet que chaque maillon de l'action porte ses fruits, bien plus que lorsqu'on mène des actions segmentées dans la formation d'un côté, dans la recherche d'emploi de l'autre, comme le font beaucoup de politiques publiques d'ailleurs. Sur le thème de l'animation socio-culturelle et artistique maintenant, vous avez des associations qui investissent des quartiers sensibles, stigmatisés. Ils développent des dispositifs structurants, animent l'espace public, mènent des actions d'embellissement qui jouent sur le climat social, voire participent de son apaisement. Vous avez aussi des actions artistiques et culturelles qui, parce qu'elles réalisent sur l'espace public, provoquent un travail sur l'identité des lieux, interrogent l'image que les habitants ont de leur quartier, mais aussi celle qu'ils renvoient aux autres, jusqu'à parfois provoquer un changement de regard sur les difficultés sociales et les phénomènes de stigmatisation observés. Et les associations qui mènent des actions dans ce domaine-là, il y en a un certain nombre. L'association Babel Oued à Alger, Artaki à Sfax, le cirque de Salé au Maroc. Bref, on en reparlera sans doute tout à l'heure, notamment dans le cadre de la table ronde, du travail qui peut être mené à l'échelle de quartiers sensibles, avec SDH à Oran, qui par le biais de la formation à certains métiers d'art, mais aussi de l'animation sociale et culturelle du quartier de Sidi El Ouari, produit des changements aux 2 niveaux que je viens d'évoquer. Un accompagnement spécifique vers l'emploi par la formation professionnelle des jeunes et la requalification en même temps d'un édifice et d'un quartier dégradé. Je veux bien changer de slide, Karen. La deuxième chose que l'étude met en avant, c'est l'existence d'associations qui développent des actions dans des domaines qui viennent souvent suppléer aux déficiences de l'État et des politiques publiques, ou compléter ces mêmes politiques. Je prends 2 exemples pour illustrer le propos. Au Maroc et en Tunisie, le préscolaire existe et se développe, mais il est encore peu porté par les pouvoirs publics. Ce qui veut dire que l'essentiel des écoles maternelles relève du privé ou du religieux. À côté de ça, vous avez des associations, connues pour certaines, inconnues pour d'autres, qui ont largement investi le secteur en créant des écoles communautaires sur la base d'une pédagogie inspirée parfois de Freinet ou de Montessori, avec une forte participation parentale, qui permet de sortir des travers du privé, qui peut être inaccessible parce que trop cher, ou du religieux, qui peut ne pas être le choix de certains. Dans le domaine de l'enseignement secondaire, qui rencontre un taux d'abandon élevé des jeunes et un taux de scolarisation qui interroge notamment au lycée, vous avez des associations qui ont développé, en partenariat avec les établissements, des activités qui visent à enrichir les curriculums académiques et provoquent le désir de rester à l'école ou d'en faire quelque chose. À titre d'exemple, MSIZE, qui est le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, développe aujourd'hui un travail de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat auprès de plus d'une centaine de lycées au Maroc, sur la base du bénévolat, avec des actions de sensibilisation à la vie de son quartier et à l'intérêt de se l'approprier, de l'entretenir. Je veux bien changer de slide encore, Karim. On amène, et c'est le 3e point sur lequel nous voulons mettre le doigt, des associations qui, par l'importance de leurs actions, préfigurent à leur manière les politiques publiques qu'il faudrait développer. AESVT, donc l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, avec qui on reparlera tout à l'heure, a ainsi initié pendant plusieurs années un important programme qui visait à faciliter le ramassage des déchets dans des quartiers périphériques oubliés des pouvoirs publics, à l'échelle de plus de 20 villes au Maroc. C'est ainsi qu'avec les écoles, les associations de quartier, AESVT a mis en place une démarche qui fonctionne et qui fait que, là où le ramassage public des poubelles n'existe pas, il se passe quelque chose.
qui va même plus loin, car il y est question de tri, et il y est question aussi de sensibilisation et de formation des habitants. Aujourd'hui, mais ils en reparleront sans doute tout à l'heure, ils sont impliqués dans l'élaboration de plans provinciaux de gestion des déchets en partenariat avec les pouvoirs publics à l'échelle beaucoup plus large, donc, notamment avec la wilaya de Marrakech. Autre exemple de préfiguration potentielle de politique publique, un exemple dans le préscolaire. Vous avez dans la région de Tanger-Tétouan une association qui a développé un partenariat intéressant avec l'Éducation nationale et plus d'une trentaine d'écoles primaires. Un partenariat qui consiste à libérer une salle de classe dans les écoles primaires pour que les parents intéressés se mobilisent afin d'y installer une classe de maternelle. L'association forme les éducateurs, les parents les rémunèrent et le directeur de l'école, il assure la supervision de l'équipe encadrante. On a là quelque chose qui pourrait préfigurer le développement de politiques publiques dans le préscolaire qui s'appuie sur les écoles existantes et la mobilisation parentale avec le recrutement à venir des éducatrices ou des éducateurs dans la formation professionnelle. Je veux bien changer de slide, Karim. Pour finir, il y a quelque chose qui est venu nous surprendre. C'est l'existence d'associations qui développent des actions dans la perspective de s'autonomiser. Elles jouent ainsi le rôle classique d'associations qui mènent des projets de solidarité, de bienfaisance, et qui ont besoin de moyens pour cela, en même temps qu'elles développent une structure privée portée par des valeurs sociales et font de la prestation rémunérée. Un modèle économique potentiellement autonome et très intéressant à observer, dont on reparlera sans doute tout à l'heure avec Lobna Saïdi et ce que fait Chanty, avec tout ce que cela suscite d'intérêt, de questionnement, mais aussi de doute. Pour finir, et je veux bien changer de slide, Karim, il y a 2 points sur lesquels je voudrais m'arrêter et que le travail de recherche a soulevé. Le premier, il concerne les ruptures générationnelles en cours, dans les pratiques, plus que dans les valeurs d'ailleurs. À cet égard, l'introduction du numérique et le développement des réseaux sociaux ont modifié bien des manières d'agir, aussi bien dans l'interpellation des pouvoirs publics que dans le processus d'accompagnement des bénéficiaires. Je donne 2 exemples pour illustrer le propos. Dans le domaine de l'emploi, on voit émerger dans les plus grandes villes des incubateurs qui envisagent l'accompagnement des entrepreneurs d'une manière nouvelle, loin des standards mis en avant pendant 20 à 30 ans quand on parlait d'aide à l'auto-emploi. Les populations bénéficiaires ne sont pas forcément les mêmes. Le diplômé chômeur se prête en effet plus à ce type d'accompagnement, mais il y a aussi des jeunes sans diplôme qui bénéficient de nouvelles formes d'accompagnement très proches de celles-ci. Dans le domaine de la mobilisation citoyenne, il en est de même. Quand Simsim à Rabat, quand Alba Wassala à Tunis utilise les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour faire circuler l'information parlementaire et gouvernementale, mais aussi faire remonter les revendications, quand Jeunes pour Jeunes à Tiflet initie les conseils municipaux de jeunes, ou Arcelan à Sousse organise des réunions qui associent jeunes et élus locaux pour parler des besoins du quotidien, c'est aussi de nouvelles manières d'envisager le rapport aux politiques, différents, mais complémentaires des formes plus classiques de plaidoyer et de manifestation sur l'espace public. Pour finir, et je serai très rapide, je veux bien que Karim vous changiez de slide. Je voudrais souligner que aujourd'hui, les fractures socio-spatiales, elles sont beaucoup plus complexes à lire qu'auparavant. Ce n'est pas forcément la division rural-urbain qui permet d'éclairer le rapport à la modernité, comme on pouvait le dire auparavant. Vous pouvez aussi avoir des localités rurales reculées qui témoignent de dynamiques sociales inattendues à côté de territoires urbains à forte connotation conservatrice. N'oublions pas que les printemps ne sont pas partis des plus grandes villes pour ces 3 pays, contrairement à d'autres pays de la région. Par contre, ce qui est à mettre en lien avec les plus grandes villes et les capitales en particulier, c'est la capacité parfois, à se faire voir, à se faire connaître, à se trouver parfois sous le feu des projecteurs. Et puis pour conclure, ce que je veux bien changer de slide, puis je m'arrêterai là, s'il faut, on parlera de la chaire plus tard, mais on va laisser la place au débat parce que le temps s'écoule. Ce que nous avons cherché à faire,
c'est de mettre en lumière la capacité d'initiative et d'innovation de certaines associations et collectifs. On n'est pas à dire qu'ils ou elles prennent le dessus sur le reste. On serait bien normal de le justifier, chiffre à l'appui. Nous ne sommes pas à dire qu'ils ou elles n'ont pas de problème. Ce n'est pas vrai, surtout avec la crise sanitaire qui a dû à la fois creuser les disparités et les difficultés. Nous sommes juste amenés à dire que certaines manières de faire sont là pour compléter ou suppléer à la défaillance des politiques publiques et que dans ce qu'elles initient, il y a des manières de faire qui sont parfois très enseignantes. La crise sanitaire que l'on connaît depuis 1 an et les solidarités émergentes dans ce contexte si singulier seront assurément un point à travailler. Il y a aussi des manières de faire qui sont révélatrices de changements très importants dans les méthodologies de travail, notamment parce que la révolution permise par les nouvelles technologies est là et que cela change bien des manières d'interpeller le politique comme de travailler au quotidien. Alors, si cet angle d'entrée sur les initiatives observées pouvait indiquer quelque chose, c'est à minima 3 choses que je vais énoncer très rapidement et puis je vais m'arrêter là. C'est d'abord de prendre le temps, plus que jamais, d'observer et d'écouter les évolutions en cours qui ne cessent de s'accélérer et de se complexifier pour ajuster et adapter au mieux l'action. La deuxième, c'est de s'inspirer de certaines trouvailles qui savent faire avec le contexte et l'implication forte des personnes directement concernées. Et puis pour finir, c'est de favoriser le développement de partenariats nouveaux entre la société civile et les pouvoirs locaux ou centraux. Voilà, je m'arrête là et puis s'il y a des questions sur la chaire, j'hésite pas à en parler. Je vous remercie pour cette attention et désolé que nous ayons débordé sur le temps imparti. Merci beaucoup Emmanuel, Fatima et Martin pour cette présentation très éclairante de votre ouvrage, des initiatives, des évolutions historiques de ces acteurs dans la région et leurs relations avec les pouvoirs publics. Nous avons une question dans le fil de discussion de Sarah Bouton. Pour articuler leur action avec les politiques publiques, les OSC sont-elles plus en contact avec les collectivités territoriales ou avec l'État central? Quelle différence entre les pays? Je vous laisse la main sur la réponse. Je veux bien commencer et je demande à mes collègues de m'aider pour compléter la réponse. Ce que l'on peut dire de façon peut-être transversale, mais qui n'est pas spécifique au Maghreb, c'est que dans les actions de développement, on a souvent un niveau micro avec des projets tout à fait intéressants comme ceux que nous avons essayé d'observer. Avec des limites de temps, de financement, nous l'avons dit. Ensuite, nous avons un niveau macro qui se caractérise soit par des politiques publiques qui sont souvent très éclairantes, très inspirantes, très intéressantes, très bien écrites, voire des politiques qui relèvent du niveau international. Ce qui pose question, donc pour répondre à la question de Sarah, on voit bien que les collectivités locales, le pouvoir décentralisé peut se trouver articulé avec les ONG et la société civile. En revanche, les politiques publiques au niveau national ou les politiques internationales ont beaucoup plus de mal à arriver au terrain. Et donc, la question qui nous est posée, c'est le niveau méso, c'est-à-dire comment les politiques publiques peuvent s'articuler avec les acteurs de terrain et comment les acteurs de terrain peuvent mettre à l'échelle pour pouvoir travailler sur des territoires plus larges. Emmanuel, Fatima, en complément? Oui, je vais... Oui, peut-être ajouter 2 éléments, c'est-à-dire l'articulation, elle dépend des niveaux d'intervention et des domaines. Bon, des associations locales, elles vont être en contact avec les collectivités locales, elles vont travailler avec elles, comme elles vont bénéficier de financement de départements ministériels pour mener leur action. Et bien sûr, elles sont menées en fonction des priorités. Et ces priorités, elles sont connues par les pouvoirs publics. Alors, le deuxième niveau d'intervention, c'est un niveau beaucoup plus haut. C'est
tout le travail qui se fait au niveau que ce soit au niveau de renforcement de capacité, que ce soit au niveau du plaidoyer, que ce soit au niveau de l'interpellation, qui est un travail qui essaye en même temps d'articuler les actions locales en fonction des besoins, mais également interpeller au niveau national et interpeller au niveau régional. Donc, l'articulation, elle dépend du domaine, mais aussi de la nature de l'action qui est menée par l'association. Si c'est un projet physique, ça sera différent, mais si c'est un projet de plaidoyer, ça sera à un autre niveau peut-être qu'il faut agir, tout en étant dans la transversalité des questions traitées. Non, mais je crois que Martin et Fatima ont dit l'essentiel compte tenu du peu de temps qu'on a, mais pour peut-être juste ajouter un élément, c'est aussi les opportunités qui vont faire qu'il y a des partenariats avec les administrations centrales ou les collectivités locales, que c'est aussi la taille de l'association et son niveau de professionnalisation qui peut déterminer les choses, mais je pense qu'on va largement reparler dans le cadre de la table ronde avec AESVT qui a développé un partenariat aussi bien avec les ministères qu'avec les collectivités locales, ou SDH qui peut être aussi en lien avec la ville d'Oran. Donc voilà. Et puis j'ajouterais peut-être un mot par rapport à la question de l'articulation et des priorités, c'est que n'oublions pas que l'État, et là c'est son agenda politique, donc elle a un certain nombre de priorités, mais il y a des priorités qui ne sont pas prises en charge, qui ne sont pas dans l'agenda politique. Et à ce niveau-là, la société civile joue un rôle important en termes d'interpellation et en termes d'inscription de ces problématiques au niveau de l'agenda. C'est grâce au travail de plaidoyer qu'un certain nombre de problèmes sont pris en compte aujourd'hui et qu'ils ont intégré l'agenda. Sans ce travail, je crois que cela aurait pris plus de temps ou cela n'aurait pas pu être fait. Merci beaucoup à vous trois pour cette réponse et cette présentation. Je rappelle à nos participants de ne pas hésiter à poser vos questions dans le fil de discussion qui est situé en principe à votre droite, si je ne me trompe pas. Nous allons sans plus tarder passer à la deuxième partie de notre événement sur une table ronde pour répondre à la question du rôle que jouent les organisations de la société civile dans le prolongement de l'action publique au Maghreb. Donc nous avons avec nous, pour répondre à cette question globale, nos 5 autres invités que je remercie à nouveau. Donc nous avons tout d'abord Madame Marion Isvi, directrice exécutive du réseau Euromed France, qui est le REF, qui est basé à Paris. Nous avons ensuite Madame Lobna Saïdi, cofondatrice de l'association tunisienne Chanty, basée à Tunis. Nous passons maintenant à Casablanca avec Monsieur Boujema Belland, président délégué chargé des affaires administratives et financières de l'association des enseignants des sciences et vie et de la terre au Maroc, et Madame Aïssa Brahimi en Algérie, à Oran, première vice-présidente de l'association algérienne Santé Sidi El Ouari, et enfin, excusez-moi, Madame Valérie Huguenin, responsable adjointe de la division des partenariats avec la société civile de l'Agence française de développement. Bonjour à vous, à toutes et tous, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne tout d'abord vers nos 3 représentants de la société civile marocaine, algérienne et tunisienne, et en particulier vers Madame Saïdi, cofondatrice de l'association Chanty. Dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, quel rôle et quelle influence finalement joue votre association dans la réponse aux défis socio-économiques de la Tunisie? Bonjour tout le monde, bonjour, merci pour cette invitation et très heureuse de retrouver des personnes que je connais déjà et merci pour tout le travail de recherche et je suis impressionnée par les résultats qui ont été présentés par nos 3 co-auteurs. Donc juste pour présenter rapidement Chanty, comme ça on complète l'image. Chanty, c'est une association tunisienne qu'on a cofondée avec Mahdi Bakouche et qui œuvre pour une société inclusive basée sur l'égalité des chances et l'accès aux droits. On l'a cofondée en 2016
suite à une expérience justement à l'aube de cette révolution tunisienne de 2011, où on était beaucoup impliqués dans le renforcement de capacité suite à justement à l'atterrissage de nombreux acteurs d'appui, de la coopération, avec des fonds qui ont envahi entre guillemets positivement la Tunisie, et où on n'était pas forcément prêt, et où ce besoin de renforcement a émergé. Et donc, depuis 2011, il y a eu plusieurs apprentissages. Justement, aujourd'hui, on peut, avec un peu de recul aussi, analyser cette situation et comprendre un peu les enjeux qui continuent à exister par rapport à ce besoin accru de renforcement de capacité, mais également sur plusieurs points qui ont déjà été évoqués à juste titre. Quel est ce rôle et quels sont les défis aujourd'hui justement de cette société civile? Alors, je parlais aussi du contexte tunisien qui, comme vous le savez, depuis 2011 est en cours de réaliser, d'accomplir sa transition démocratique. Et cette transition, elle est toujours en cours et elle le restera tant qu'il y ait justement des revendications liées aux raisons d'être de cette révolution. Aujourd'hui, on est toujours en train de parler des droits humains. On est toujours en train de parler de la révolution qui nous a permis justement de parler dans un espace civique plus libre, avec une loi, un décret-loi pour le moment, qui régule cette activité associative, la loi 88 de 2011. Certes, on a un peu ce clivage entre les anciennes générations qui ont vécu sous la dictature et qui ont survécu après, pour la plupart, mais aussi une nouvelle société émergente qui a beaucoup appris grâce à cette action de la coopération internationale en termes de gestion de projet, en termes de mise en place d'activités sur terrain, etc. Et je pense que, en tout cas, ce que nous constatons, nous, en tant que Chanti, en jouant ce rôle aussi de renforcement de capacité envers beaucoup d'associations, c'est que ce besoin-là, il est toujours existant et que il y a plusieurs rôles à jouer et que cette présence de la société civile dans l'espace politique, elle doit être à tous les niveaux. Et c'est pas seulement en étant dans des actions de plaidoyer qu'on va pouvoir changer les choses. Il faut être à tous les niveaux que Martin a évoqué, le micro, méso et macro, ou politique, stratégique politique. Et c'est pas, je pense pas que, en répondant aussi à la question qui a été posée, qui pour moi est très intéressante, c'est pas en répartissant les associations en petites associations qui travaillent de façon localisée, qui sont plus sur le terrain, et d'autres associations qui sont plus dans des actions de réflexion, de stratégie. Au fait, tel que nous le faisons à Chanti et nous l'imaginons avec nos partenaires, à tous les niveaux, il y a des apprentissages à faire et qui peuvent servir à la fois des changements très localisés, mais aussi des changements au niveau des politiques. C'est pour ça que je donne l'exemple concret d'une action qu'on mène avec un collectif qui s'appelle Tunis Solidaire, qui s'est engagé pour du plaidoyer pour la loi ESS en Tunisie. Qui finalement a été votée en 17 juin 2020 et qui est vraiment un aboutissement de plusieurs années de travail, de réflexion sur quel ESS pour la Tunisie, de divergence d'opinion, etc. Mais finalement, aujourd'hui, avec beaucoup de maturité, on a réussi à avoir ce cadre-là où la voix de la société civile a été écoutée par les parlementaires, on a été intégré dans les commissions parlementaires pour faire passer ces voix-là, et on s'est pas dit seulement que seules les associations qui ont l'habitude de faire du plaidoyer sont réunies autour de la table, mais non, toutes les initiatives formelles, informelles, collectives, qu'elles soient sur le Grand Tunis ou les grandes villes ou très localisées, ont le droit de faire partie de ces sphères de discussion et ont leur apprentissage à apporter à cette expérience collective. Évidemment, point de vigilance dans notre relation avec le politique, c'est que, et aussi en relation avec l'aide de la coopération internationale et des bailleurs de fonds, c'est que on a toujours des choses à revendiquer et à préserver. Rien n'est acquis. Les droits humains peuvent, du jour au lendemain,
être bafouées ou contraintes. On voit par exemple avec l'instabilité politique gouvernementale en Tunisie qu'on est au point aussi de retour de nouvelles formes de violence policière, d'obstruction à la liberté d'expression, etc. Et c'est des points de vigilance qu'il faut prendre en considération quand on appuie une société civile, quand on est acteur de la coopération internationale, qu'on appuie une société civile qui lutte pour préserver ces droits-là, et d'un autre côté, on appuie l'État avec ses ministères, avec ses plans de développement, à créer des stratégies et des politiques pour le pays, il faut aussi avoir cette vision un peu globale et rapprocher et jouer ce rôle de rapprochement des visions, parce que parfois c'est les mêmes bailleurs qui financent la société civile pour clamer et travailler sur ces droits. Elle-même, elle appuie un ministère de l'Intérieur pour mettre en place sa politique ou alors pour changer la loi des associations, en l'occurrence, par exemple, en Tunisie, pour moins de liberté et moins de possibilités d'action. Donc, c'est des points de vigilance où on a besoin d'un espace civique qui n'exclut personne et qui garde ses garde-fous pour qu'on ait un rôle proprement dit à jouer. Il y a aussi un axe très important, c'est qu'en Tunisie, par exemple, la société civile est souvent connotée négativement. Et ça, c'est un axe sur lequel on aimerait beaucoup travailler. C'est le manque de présence de cette action-là. Cette action-là de la société civile n'est pas visible pour le grand public, faute de présence dans les médias. Les médias jouent aujourd'hui un rôle essentiel pour aussi mettre la lumière sur tout ce qui se fait. On a un manque énorme de cette action-là en Tunisie, mais je pense que c'est pareil dans d'autres pays où l'action sociale n'est pas visible. Et un dernier point, c'est aussi à nous, acteurs et actrices de la société civile, de choisir par nous-mêmes une forme forte de représentativité collective. Souvent, on est impliqué ou appelé. Je prends l'exemple de la Tunisie. Maintenant, tous les programmes à l'échelle locale ou nationale passent par une case implication des acteurs de la société civile. Et parfois, on se retrouve à être dans un rôle de figuration juste pour cocher cette case qui fait bonne figure ou alors qui est inscrite dans la Constitution ou dans les codes des collectivités locales. Or, si nous, avec l'appui de nos partenaires, on ne se constitue pas en une force collective qui, peu importe son application, peu importe la thématique sur laquelle elle travaille ou elle œuvre, on doit avoir une voix collective qui est constante, notamment justement dans la définition des stratégies, des politiques, des plans quinquennaux, etc. Et c'est pas parce qu'on travaille sur la santé qu'on ne doit pas être impliqué ou avoir une voix quand il s'agit de droits humains de manière générale ou quand il s'agit d'autres accès à des services ou à des droits. Et également être reconnu, par exemple, dans les crises politiques. Aujourd'hui, on est dans une crise constitutionnelle en Tunisie où seuls les politiques dialoguent. La société civile, comme elle n'a pas sa place, sa représentativité forte et assumée, sa voix ne porte pas tels que par exemple les syndicats classiques ou alors par exemple les syndicats du patronat. Donc c'est des acteurs qu'on met systématiquement autour de la table quand il s'agit de crise politique et on oublie cet acteur-là qui vit au fond de cette crise politique et de ses conséquences sur le terrain et qui peut apporter des solutions très intéressantes à ces conflits-là et à ces blocages-là. Merci Lobna pour cette réponse très complète. Je me tourne maintenant vers Monsieur Belland pour le Maroc. Comment s'articule votre rôle avec les politiques publiques mises en place en réponse à la crise, aux crises? Ok. Merci beaucoup, cher maître. Permettez-moi tout d'abord d'ouvrir une petite parenthèse après l'intervention de notre cher camarade Mathieu Dji, que je tiens à remercier d'abord avec Madame Fatima Chahid de nous avoir sollicité pour participer avec vous dans cet événement pour un petit peu mémoriser la Journée mondiale de la société civile. La parenthèse concernant la donnée, l'information qu'il vient de véhiculer, de nous transmettre concernant le préscolaire,
Maintenant, il y a une nouveauté, ça doit être un petit peu corrigé. Il y a une nouveauté maintenant au Maroc, on a une loi cadre pour la réforme de l'éducation nationale. Et dans cette loi cadre, c'est pour la première fois d'ailleurs au Maroc qu'on a une loi cadre qui oblige tout le monde à assumer sa responsabilité là où il est bien placé. Et pour le côté préscolaire, maintenant, l'État, il a complètement pris en charge la généralisation du préscolaire au niveau marocain d'ici 2030. Et ça a commencé, bien sûr, nous comme société civile, comme notre action, bien sûr, de faire le suivi et l'évaluation des acteurs, des actions du secteur public. On suit vraiment, il y a un grand effort pour mettre en place des classes de préscolaire dans tous les établissements scolaires. Il y a maintenant, je parle de la région dont je vis, la région de Marrakech-Safi, on est dans un taux de 20% cette année-là d'écoles qui possèdent des classes de préscolaire. Et d'ici 2027, il y aurait la généralisation ici dans la région de Marrakech. Et bien sûr, la généralisation du préscolaire, ça serait généralisé d'ici 2030. Pour revenir un petit peu à votre question, n'oublions pas que la société civile au Maroc est devenue maintenant un acteur incontournable dans le fonctionnement de notre société. Bien sûr, ce positionnement et cette situation n'était pas gratuit. C'est le fruit d'un grand travail que les organisations ont mené en matière des droits de l'homme, de la promotion des rôles sociopolitiques de la femme, la défense de l'enfant, la lutte contre la corruption, bien sûr contre la pauvreté et la préservation de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Ce positionnement-là, il a été un petit peu promu et s'est développé avec la nouvelle contribution de 2011 qui a prévu de nouveaux rôles à la société civile au Maroc, soit à travers la possibilité de contribuer indirectement dans le contexte de gestion de l'affaire publique, par exemple, possibilité de présenter des propositions au Parlement, au gouvernement, ainsi qu'à d'autres établissements publics, soit, et là, c'est une attente qu'on attend comme société civile, c'est la mise en place d'un conseil supérieur consultatif de la jeunesse et de la société civile. Malheureusement, jusqu'à maintenant, la Constitution oblige l'État à mettre en place ce conseil. On attend. Il y a maintenant les documents qui se préparent pour la mise en place, les textes juridiques, etc., etc. Mais je pense que ça a pris beaucoup de temps et on attend avec impatience de la mise en place parce que ça sera une plateforme pour la société civile pour articuler leur action avec les États. Bien sûr, ce conseil aura pour mission favoriser la participation directe des jeunes dans le domaine qui touche bien le développement durable. Ça, je peux l'articuler avec la politique de la mise en place de la régionalisation avancée. Et cette régionalisation avancée, bien sûr, oblige surtout les collectivités territoriales, peut-être c'est une réponse à une question qui a été tout à l'heure soulevée par une des spectateurs qui nous suivent. La mise en place, bien sûr, de la régionalisation avancée au Maroc, bien, il a commencé, ça fait déjà depuis 2017. Les régions ont beaucoup de responsabilités et un grand pouvoir pour un petit peu gérer la politique de développement au sein de leur région. Et ça nécessite bien sûr l'implication de la société civile à un grand niveau. Malheureusement, jusqu'à maintenant, la société civile n'est pas très sollicitée par les collectivités régionales, malgré que la loi et la charte communale les incitent à, bien sûr, à mettre en place des commissions consultatives auprès des présidents de la région, auprès des présidents de communes. Bien sûr, ces commissions consultatives interviennent lors de l'élaboration et de la mise en place des plans de développement, que ce soit le régional, que ce soit le plan d'action communal. Malheureusement, parce qu'on est dans une phase constructive, on est dans
d'une phase de l'implémentation de cette régionalisation avancée, les choses se développent d'une façon très lente. Les commissions sont là, mais malheureusement, la façon dont elles étaient composées, ça nécessite une réflexion, une révision de la part bien sûr des décideurs au niveau régional, voire même au niveau central. Parce que au lieu d'avoir une société civile qui complète et qui travaille, bien sûr, et qui remplisse les lacunes laissées par l'acteur politique, elle est manipulée par l'acteur politique. Et là, on peut parler de la relation entre l'acteur politique et l'acteur civil. Il y a un grand chevauchement. Malheureusement, on a pu observer que dans beaucoup de régions, il y a beaucoup d'associations de la société civile qui sont mis en place par des acteurs politiques. Et bien sûr, s'ils ont été mis en place par des acteurs politiques, ils vont travailler au profit d'un agenda, d'un acteur bien précis politique. Bien sûr, ça limite et ça délimite cette action associative. Là, on ne peut pas le généraliser. Peut-être on peut développer ça lors des difficultés et des obstacles qui un petit peu limitent l'action civile au sein de notre pays pour des associations qui ont bien sûr de grandes compétences et qui ont su bien sûr travailler sur le renforcement de capacités et qui ont pu mobiliser des finances pour mettre en place des projets pilotes et modèles, même pour l'État, par exemple le projet dont on a mené, qui a été évoqué par nos deux collègues Mathieu Diema et Madame Chahid, le projet coproduction de la propreté. On peut, comme de travailler de façon autonome comme société civile et monter un modèle de développement sur une problématique bien détaillée qui concerne toute la population, monter un modèle et montrer aux décideurs comment peut-on résoudre quelques problématiques qui ont en lien avec le développement humain. Par exemple, la gestion de déchets, on a mis en place des projets dans 22 villes. On a montré aux décideurs, surtout au niveau communal et régional, qu'on peut, bien sûr, cette problématique de gestion de déchets peut être bénéfique pour le citoyen et non pas pour des sociétés délégataires qui gèrent. Là, je ne peux pas, bien sûr. Merci, Monsieur Belland. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le Maroc. Je me tourne maintenant vers l'Algérie et notamment vers Madame Brahimi. Qu'en est-il de l'Algérie sur ces questions et quelles principales difficultés vous rencontrez-vous pour répondre aux défis socio-économiques du pays et en particulier sur l'emploi des jeunes et la jeunesse avec laquelle vous travaillez énormément, je crois. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc c'est Madame Brahimi Essia, vice-présidente de l'association Santé Sidi El Houari SDH. Donc je remercie les organisateurs de ce temps d'échange fort intéressant et je félicite aussi les chercheurs, auteurs du livre pour cette étude très intéressante. Concernant notre association, donc elle a été créée en 1991 dans un quartier mythique, historique et populaire de la ville d'Oran en Algérie. C'est le quartier de Sidi El Houari. La particularité de notre association, c'est qu'elle occupe un site historique qui est composé de deux parties, un hôpital du campement qui a été bâti en 1838 et un autre édifice, les bains turcs, bâtis à l'époque ottomane en 1736. L'objectif principal de notre association est la réhabilitation justement de ce site historique de plus de 6000 m² et de la sauvegarde du patrimoine architectural, matériel et immatériel à travers justement, comme vous l'avez dit, la formation et l'insertion des jeunes, essentiellement des jeunes aujourd'hui sans perspective sociale et économique. Donc le rôle que doit jouer une association, c'est bien évidemment le développement des compétences des jeunes, la promotion de leur exercice de la citoyenneté, donc à travers en les
les outillant de compétences, en les outillant de principes qui leur permettront d'être actifs dans la société, d'être eux-mêmes producteurs de solutions pour leur société. Donc, c'est ça le rôle de notre association. Elle a tout le temps été à l'écoute de son environnement, de la société dans laquelle nous évoluons, et nous avons essayé de trouver à chaque fois des réponses aux problèmes socio-économiques que peuvent vivre les jeunes. Justement, tout ça a été conforté par des études périodiques que nous avons réalisées, des études sociales et anthropologiques. Donc, à travers ces 30 années d'expérience, nous avons travaillé sur 3 axes. Donc, d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est le renforcement de capacité des jeunes par la formation dans différents domaines pour aboutir justement à leur implication active dans la société, pour les préparer à tous les défis que peuvent vivre notre pays, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels. Et nous l'avons vu d'ailleurs ces 2 dernières années à travers les grands événements qu'a vécu l'Algérie. Donc, on a vu une société civile quand même assez mûre, comme vous l'avez dit, des jeunes conscients, outillés, pleins de compétences, qui ont justement été présents durant ces 2 grands événements qui sont le mouvement social du Hirak, mais aussi cette dure épreuve de la pandémie. Ils ont été les premiers avec des associations, des clubs bénévoles à tendre la main justement au pouvoir public pour donner des solutions. D'un autre côté, c'est aussi toute cette action a permis donc la professionnalisation de notre association. Notre association aujourd'hui, elle a une école de formation et d'insertion sociale et économique agréée par l'État avec une expérience de 15 ans. Elle a aussi des centres de développement de compétences pour les jeunes, un centre de développement de carrière, un centre de formation et d'insertion dans l'audiovisuel et surtout un centre de ressources interassociatives, lui qui favorise et qui nous aide à réaliser ce 3e objectif qui est le développement du mouvement associatif algérien pour avoir un impact local et régional, national, mais aussi des échanges internationaux avec d'autres associations pour promouvoir des questions universelles sur lesquelles donc il est important de travailler ensemble. Donc, et ce centre de ressources interassociatives, justement, nous a permis de créer un mouvement associatif important. Par exemple, notre école chantier aujourd'hui, elle est présente dans 7 autres wilayas en Algérie. Donc, nous avons réalisé un projet dernièrement, et là aussi, dans le cadre d'une coopération avec le ministère du Travail. Donc, c'est dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne, qui est le programme AFAIR, Adéquation de la formation, de l'emploi et de la qualification. Et cette école, ce concept que nous appelons le chantier école, a été aujourd'hui présent dans 7 autres wilayas, dont l'objectif est similaire au nôtre, c'est déterminer un groupe de jeunes aujourd'hui sans perspective, les outiller durant une année à travers la formation, l'exercice de la citoyenneté pour qu'au bout d'une année, ils puissent voler de leurs propres ailes, évoluer dans la société, créer de l'emploi et par la même occasion, justement, développer notre société et notre pays. Vous avez parlé de difficultés. Effectivement, Monsieur Martin Péricard a parlé de pérennité. Je pense que l'essentiel des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'abord par rapport au financement, par rapport à cette loi qui nous restreint dans la recherche de fonds. Donc, par exemple, une association aujourd'hui ne peut pas aller chercher de l'autofinancement pour financer ses propres activités. Pour nous, comme école qui travaille à plein temps avec un staff rémunéré, avec beaucoup de charges et de dépenses, les appels internationaux, les programmes nationaux nous fatiguent et limitent notre action parce que nous sommes tout le temps à la recherche de fonds. Donc, une lueur d'espoir, donc dernièrement, avec la volonté politique, notamment celle du président de la République, qui parle beaucoup des compétences de la société civile et qui promet de travailler main dans la main justement pour répondre à certains problèmes à travers aussi donc la nomination d'un conseiller du président chargé de la société civile que nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques semaines ici à SDH et qui nous a justement promis de revoir nous a
annoncé qu'il y a des travaux pour revoir justement cette loi qui aujourd'hui limite un petit peu l'action des associations par rapport au financement, et aussi par la création d'un observatoire de la société civile qui sera lui en charge justement d'aider la société civile à se développer encore plus. Il y a aussi le Haut Conseil des jeunes sur lequel nous comptons aussi énormément pour donner un coup de pouce aux jeunes engagés dans la société civile et permettre encore et encore à la société civile algérienne de se développer. Donc, l'autre difficulté, c'est aussi je dirais, une vision, jusqu'à ces dernières années, une vision qui n'allait pas dans la même direction. Une société civile très à l'écoute de la société, je dirais même parfois en avance sur le politique dans la vision globale et future du pays. Donc, nous avons entrepris des projets de développement dans l'environnement, dans le culturel, dans la formation et l'insertion. Et voilà, on me dit qu'il faut conclure. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur cette question, mais voilà, je résumerai à la fin pour dire que SDH se résume à dire que nous, on est une école de la citoyenneté. Donc, on est là pour développer les compétences des jeunes. On commence par tous les petits d'ailleurs. On accueille de tout petits enfants ici à SDH pour que eux, ils soient le futur de ce pays, le futur du mouvement associatif professionnel, engagé et effectif que nous espérons pour l'Algérie. Et donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Brahimi, pour cet éclairage sur l'Algérie et les exemples de réponses que votre association apporte aux défis de la jeunesse. Donc, du coup, cette jeunesse, je vais rebondir sur ça avec Marion Isvi, directrice exécutive du REF, du réseau Remède France. On a vu les jeunesses des pays du Maghreb présentent un enjeu majeur dans l'évolution sociale et économique des pays du Maghreb. Or, et comme nous venons de commencer à le voir avec SDH, il est souvent constaté que cette jeunesse souffre d'insuffisantes opportunités ou d'un manque de représentativité, tout simplement, pour jouer pleinement son rôle. Comment voyez-vous, Madame Isvi, son évolution et quels pourraient en être les leviers ? Bonjour à tous. Écoutez, merci pour cette invitation. Pour répondre directement à votre question, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que le REF, donc le réseau Remède France, c'est un réseau plurithématique français qui s'intéresse à la Méditerranée, qui n'est pas spécifiquement une organisation de jeunesse, mais qui a développé depuis 2015 tout un volet de travail en direction de la jeunesse en Méditerranée, pour les raisons qui ont largement été évoquées avant, parce que les jeunes sont aujourd'hui la catégorie de la population de la région, et j'inclus la jeunesse européenne dans ces constats, même si évidemment chaque territoire est touché différemment par les problématiques auxquelles la région fait face aujourd'hui. Mais voilà, les jeunes sont touchés de manière très aiguë par la question de la difficulté d'accès à l'emploi, par la précarité, par l'enclavement territorial, les restrictions à la mobilité, etc. Donc, tout ce chantier de travail qui s'est structuré autour de rencontres annuelles, qui aujourd'hui s'est beaucoup développé et qui nous amène là à la constitution d'un réseau qu'on appelle Jeunesse Med, nous pousse à être d'une part inquiets, très inquiets par rapport à la situation des jeunes d'aujourd'hui, dont une partie de la jeunesse est en souffrance, c'est-à-dire qu'il y a une fracture de plus en plus importante au sein même de la jeunesse, des jeunesses. Donc c'est une inquiétude forte, une défiance importante par rapport aux politiques et aux formes de participation traditionnelles. Et puis voilà, un enclavement territorial dont je viens de parler, qui pousse aussi à avoir accès à l'autre et au monde à travers les écrans, et donc à travers le prisme déformant et stéréotypé des médias, etc. Donc c'est une situation qui n'est pas extrêmement réjouissante, et paradoxalement, au REF, on est quand même relativement optimiste, parce qu'on observe, comme ça a été beaucoup dit, un large phénomène de mobilisation de jeunes dans des associations formelles ou informelles, dans des collectifs citoyens, dans la production d'informations indépendantes, donc la création de médias citoyens, des radios associatives, des blogs, dans la création artistique à travers le street art, des rappeurs dont on parle beaucoup en ce moment, des humoristes qui émergent, etc. Donc il y a, on constate que en tout cas que cette défiance vis-à-vis des systèmes traditionnels qu'on constate et qu'on entend n'est pas non plus la manifestation d'un désintérêt pour le bien commun et l'engagement, bien au contraire. Et
la crise sanitaire nous a aussi montré que les jeunes avaient une capacité de mobilisation, d'initiative, de création, voilà, puisque beaucoup se sont engagés voilà, auprès de leur communauté, dans leur quartier, ont monté des collectifs citoyens. C'est un phénomène qui a été beaucoup et qui s'observe encore beaucoup, particulièrement en Algérie, mais pas que. Voilà. Donc, inquiétude et optimiste. Et optimisme tout de même. Alors, les leviers. Moi, je vous parle du point de vue qui est le nôtre sur la base des diagnostics qu'on a faits, qui sont voilà, un peu les leviers qui sont au cœur et qui forment un peu le squelette de notre réseau Jeunesse Med. Donc, d'une part, c'est le besoin de mixité. Le besoin de mixité. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que il n'y a pas une jeunesse, on parle beaucoup de la jeunesse, mais en fait, il y a 1000 jeunesses. Voilà. Donc, ça nous paraît indispensable de créer aujourd'hui des espaces de mixité pour lutter contre toutes les fractures, c'est-à-dire de mixité entre les hommes et les femmes, entre tous nos pays, les pays du Nord et du Sud, mais les pays du Nord entre eux, également les pays du Sud, à l'intérieur même des territoires, entre les pôles urbains, les quartiers périphériques, les zones rurales. Donc voilà, là, il faut vraiment promouvoir l'interconnaissance, créer des espaces pour que les jeunes puissent aussi se confronter au réel, c'est-à-dire à la réalité de l'autre, à la complexité de l'autre aussi, au-delà des représentations un peu caricaturales qu'on peut avoir voilà, de l'étranger et de ceux qu'on ne voit qu'à travers des écrans. Voilà, ça c'est le premier enjeu pour nous, c'est vraiment créer des espaces de mixité. Et c'est pas simple. Voilà, la deuxième chose, c'est faire la place aux jeunes. Ça paraît évident, mais alors ça, c'est pareil, c'est un combat. Faire de la place aux jeunes de manière générale, aussi au sein de nos organisations. Donc réhabiliter les jeunes, leur faire confiance, arrêter de les considérer comme des citoyens en devenir, les considérer comme des citoyens tout court. Voilà, ça me paraît une base. On parle beaucoup du fait qu'il faut faire passer les jeunes du statut de bénéficiaire au statut d'acteur. C'est une évidence, c'est une priorité. Il le faut. Donc, il faut vraiment légitimer la parole des jeunes, prendre en compte leur expertise, leur culture, leurs envies, leur format. Voilà, ça me paraît, c'est pareil, hyper essentiel. Dans le cadre du projet Jeunesse Méditerranéenne, donc cette dimension participative, inclusive, elle est très, très présente. C'est-à-dire qu'on a créé d'une part un comité de pilotage qui est composé de 17 jeunes, donc des jeunes qui sont issus d'organisations membres du REF et des jeunes qui sont des participants du projet. Et c'est ces jeunes qui sont au pilotage de tout le cycle de travail, donc qui définissent les calendriers de travail annuels, les dates, les formats des événements, les sous-thèmes de travail de l'année, ce qui leur paraissent les priorités du moment sur lesquelles il faut travailler, qui sélectionnent les participants, les autres jeunes participants des rencontres, etc. Donc voilà, on essaye de construire un programme qui soit à l'image de ce qu'on essaie de faire et de dire même dans sa gouvernance. Voilà. Et dans les événements, on ne fait jamais intervenir d'experts extérieurs, c'est-à-dire que les jeunes participants, qu'on les connaisse ou non, on va leur donner un rôle, c'est-à-dire un rôle d'intervenant, d'animateur d'atelier, de modérateur. On va leur demander d'animer un module parce qu'on sait que dans le cadre de leur structure ou du projet qu'ils portent, ils ont monté tel ou tel outil. Donc on essaye. L'idée c'est pas de nier qu'on peut apprendre de l'autre, évidemment, mais c'est pas de dire que les jeunes sont tout et savent tout, mais c'est déjà de faire passer un message qui est de dire voilà, il y a de l'expérience, il y a du savoir-faire, et il faut déjà partons de là. C'est-à-dire faisons déjà le point sur ce qu'on a et ce qu'on sait faire, et voyons sur quelles compétences on peut construire ensemble. Voilà. Le troisième point que je voulais soulever parmi les leviers, après je m'arrête, c'est vraiment permettre aux jeunes d'être eux aussi des acteurs de la mondialisation. Donc, créer des espaces de rencontres multilatéraux qui vont permettre aux jeunes de donner du sens et de la valeur au système mondialisé dans lequel on est. C'est-à-dire leur permettre d'une part, en se confrontant à l'autre, de se situer eux-mêmes dans leur propre territoire, donc travailler sur les identités propres, sur la spécificité des territoires méditerranéens, et aussi construire, réfléchir à notre identité méditerranéenne, et en travaillant sur les enjeux qui nous sont communs. Voilà, ça me paraît un autre levier fondamental aujourd'hui dans un système qui est un système mondialisé, c'est-à-dire où nous sommes tous interconnectés. Voilà, je m'arrête.
Merci beaucoup Marion pour cet éclairage sur la jeunesse. Je me tourne maintenant vers l'Agence française de développement qui soutient les ONG françaises depuis maintenant près de 10 ans, voire un peu plus. Madame Valérie Huguenin, responsable adjointe de la division des partenariats avec la société civile. Jusqu'à quel niveau les différents mécanismes adoptés ont répondu aux besoins des ONG et ont contribué aux évolutions sociales et économiques actuelles de ces pays, selon vous? Madame Huguenin, je ne sais pas si elle nous entend bien. Petite erreur technique. Je crois qu'on a un problème technique avec Valérie. Du coup, je me retourne directement vers Marion Isvi à nouveau pour voir un peu avec vous du côté du REF comment finalement pensez-vous que la coopération pourrait se positionner pour contribuer à renverser les tendances actuelles et bien, je ne vous entends pas très. Donc, Joanne, bien. Oui, je crois qu'on est de retour avec Valérie. Nous avons un problème de connexion. Peut-être en attendant que la connexion se rétablisse avec Valérie Huguenin, on peut directement passer à Marion. Du coup, la question c'était comment pensez-vous que la coopération pourrait se positionner pour contribuer à renverser les tendances actuelles et futures? Si la connexion revient avec Valérie, si vous voulez, je m'arrêterai parce que si elle revient, je pense qu'il faut en profiter. Quelques recommandations du REF, sachant que, évidemment, je dirais en préalable qu'il n'y a pas de construction de la paix possible, quelle que soit la qualité des projets qui soient soutenus, etc. S'il n'y a pas un travail un peu systémique qui est fait autour de la question de la montée des inégalités qui est dramatique dans la région. Voilà, ça je le dis. Mais des recommandations du REF, du coup, pour la coopération, ce serait d'une part, évidemment, d'impliquer les jeunes dans le suivi, la mise en place, l'élaboration, la gouvernance des politiques publiques, des dispositifs, des projets qui les concernent, et pas que qui les concernent d'ailleurs, mais en tout cas qui les concernent clairement. Travailler sur la cohérence des politiques, comme le disait Lobna tout à l'heure, ça nous paraît indispensable. Créer les conditions favorables pour le financement des organisations de jeunesse, voilà, en augmentant les appels à projets, les lignes de crédit, soutenir les micro-projets des jeunes, simplifier les procédures pour sortir parfois d'une certaine forme d'élitisme, en tout cas qu'induit l'hyper-technicité des dossiers de demande de financement, ouvrir les appels à projets dans la mesure du possible à des entités aussi qui sont non enregistrées, parce que je pense que beaucoup de jeunes sont aussi porteurs de projets ou engagés dans des collectifs informels qui font un travail super intéressant. Donc je pense que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir travailler avec eux. Après, c'est soutenir des démarches, des projets qui sont inclusifs, c'est-à-dire qui promeuvent la mobilité pour tous les jeunes, vraiment pour tous les jeunes. Je sais que c'est un enjeu difficile, mais voilà, c'est le nerf de la guerre, donc on le répète sans cesse, mais même pour des jeunes qui ne sont pas solvables, surtout pour des jeunes qui ne sont pas solvables, parce que voilà, c'est tout le sens du travail qu'on fait. Il existe beaucoup de dispositifs de promotion de la mobilité, mais qui ciblent beaucoup d'étudiants, des jeunes qui sont souvent issus des milieux urbains, donc qui ont accès à ce type de dispositifs, qui les connaissent, qui les voient passer, des jeunes qui souvent parlent plusieurs langues. Donc voilà, il faut ouvrir des opportunités pour des jeunes qui n'ont pas accès à ces dispositifs habituels. Et essayer de toucher tout type de jeunes et pas que ne pas que soutenir des programmes qui sont destinés aux jeunes leaders. Ça, on voit beaucoup fleurir ce genre de programmes qui sont intéressants, hein. Mais voilà, ça peut pas être la cible principale de la coopération. C'est des jeunes qui ont déjà beaucoup d'opportunités, donc je pense qu'il faut vraiment ouvrir le prisme. Évidemment, soutenir la société civile, soutenir les jeunes engagés dans la société civile, soutenir la société civile qui travaille avec les jeunes, renforcer l'appui à des thématiques qui sont aussi essentielles pour la jeunesse, les droits humains, la question des libertés individuelles, tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive aussi,
la création artistique. Voilà, c'est des enjeux super importants. Et puis là, je prêche pour la paroisse du REF et de tous les acteurs qui travaillent comme nous à l'échelle régionale, soutenir les projets de rencontres multilatéraux. Voilà, qui permettent aussi à la jeunesse de s'ouvrir, d'aller expérimenter, explorer ce qui se passe sur les autres territoires. Voilà, ça me paraît crucial. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marion Isvi. Donc, je crois que, en fait, Valérie Huguenin a un souci de connexion et nous en sommes vraiment désolés. Du coup, je vais passer la main à son collègue Monsieur Martin Péricard, qui travaille également pour la division des partenariats avec la société civile. Alors, voilà, c'est la question, c'était que maintenant, l'AFD travaille depuis maintenant près de 10 ans avec les ONG, notamment dans le financement des ONG françaises. À travers son guichet Initiative OSC que notre directeur régional nous a présenté tout à l'heure. Monsieur Péricard, du coup, jusqu'à quel niveau les différents mécanismes adoptés ont répondu aux besoins des ONG et ont contribué aux évolutions sociales et économiques actuelles des pays du Maghreb, selon vous? Merci pour cette question. Alors, c'est vrai que en ce qui concerne les évolutions sur le Maghreb, il y a beaucoup de projets qui ont été développés au Maroc et en Tunisie, notamment autour de l'économie sociale et solidaire, de la santé, de l'éducation, de l'environnement. Alors ensuite, en Algérie, il y a un gros programme qui s'appelle les programmes concertés pluriacteurs, qui soutient 130 associations et qui a permis à l'AFD d'être présent en appui sur la société civile en Algérie. D'ailleurs, ces programmes PCPA, on les a retrouvés au Maroc, on les a retrouvés en Tunisie. Ils ont été portés par différents acteurs, que ça soit le CFSI ou que ça soit Solidarité laïque. En ce qui concerne les modes de financement et les outils, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on essaye de simplifier à la demande des ONG. Nous travaillons beaucoup avec Coordination Sud. Nous sommes en lien constant avec tous mes collègues, avec les ONG, mais nous sommes une banque de développement et nous avons aussi nos contraintes, nos diligences, et nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations des ONG sur la simplification des procédures. Merci beaucoup, Martin. Alors là, je vous propose maintenant de parler un petit peu de l'avenir. Et je me retourne à nouveau vers nos trois représentants de la société civile algérienne, marocaine et tunisienne. Quelle place ou quel rôle vous souhaiteriez occuper dans 10 ans pour mieux mener vos actions et quelles pourraient être les articulations que vous pourriez avoir avec les autorités de vos pays respectifs? Comment vous imaginez cette relation dans les 10 prochaines années? On commence peut-être avec Madame Brahimi pour l'Algérie. Oui, donc par rapport au rôle que nous souhaiterions jouer justement avec les pouvoirs publics, c'est être reconnu à notre juste valeur, à reconnaître les compétences que nous avons aujourd'hui dans les différents domaines donc liés au développement de notre pays, donc être reconnu comme un partenaire de développement d'intérêt général, d'être justement consulté dans les différentes stratégies développées par le gouvernement pour le développement économique, culturel et social, être aussi impliqué dans des projets nationaux de développement dans le domaine de la formation des jeunes, dans le domaine de leur insertion, mais aussi dans le domaine de la production de richesses et de développement de programmes de grande envergure, surtout SDH, dans le domaine du patrimoine. Donc, nous avons une expérience forte d'une 30aine d'années. Cette expérience de réhabilitation d'un site historique et surtout de son appropriation comme un lieu culturel d'expression pour les jeunes dans différents domaines liés à la culture, à l'animation socio-culturelle. Nous avons justement redonné vie à ce lieu historique dans un cadre
quartier enclavé qui, il y a quelque temps, ce quartier ne recevait pas forcément des visiteurs de la ville. Aujourd'hui, ce quartier est un passage obligé pour chaque touriste qui vient dans la ville d'Oran. Donc, cette expérience d'école chantier de formation et d'insertion et de réhabilitation mériterait aujourd'hui d'être prise en considération par les pouvoirs publics, par notre tutelle, comme un modèle à dupliquer en Algérie, un peu partout. Voilà ce que nous attendons de l'avenir. Nous continuerons bien sûr à travailler, à développer nos compétences et celles du mouvement associatif, bien sûr à toujours espérer et développer de nouvelles idées pour la réalisation de nos objectifs. Et nous souhaitons que, à travers cette volonté politique qui est exprimée aujourd'hui, il y aura de nouvelles expériences d'échange entre société civile et pouvoir public qui se traduiront dans des projets concrets pour l'Algérie. Merci beaucoup, Assia Brahimi. Et je me retourne à votre question. Merci beaucoup. Je me tourne vers la Tunisie peut-être avec Madame Saïdi. Qu'en est-il pour la Tunisie? Comment vous vous imaginez dans 10 ans? Merci. Dans 10 ans, concrètement, je ne saurais pas le dire avec beaucoup d'exactitude. En tout cas, pour nous, il y a des enjeux à court et à moyen terme. C'est justement cette structuration libre et spontanée et volontaire de la société civile dans le pays et avoir plus de place avec les pouvoirs en place à l'échelle locale comme régionale, comme nationale. Avoir aussi un pied ou une introduction dans le monde académique, parce qu'aujourd'hui, cette table ronde n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas cet ouvrage, ce travail de recherche qui complète le travail de terrain. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler, parce que avec Chanti, on a co-construit avec l'Institut supérieur de gestion de Tunis un master qui s'appelle Management des organisations sociales et solidaires, et qui commence, après 3 ans d'existence, à créer un noyau de jeunes dans le monde académique et pourquoi pas demain des laboratoires de recherche, des actions menées en Tunisie, mais pas seulement. Cette connexion dont parlait Marion et sur laquelle on est très d'accord, de créer des liens aussi sud-sud, sud-nord, au-delà des frontières, grâce à la mobilité, mais également grâce à la recherche et grâce à des actions de partenariat entre les différents pays. Aujourd'hui, quand j'entends ce que fait nos amis en Algérie et au Maroc, justement, c'est à nous aussi d'initier avec l'aide de la coopération internationale ces liens très importants pour nous. Et l'Afrique aussi, la dimension de l'Afrique comme continent, la région MENA. À Chanti, on a déjà un programme de partenariat en entrepreneuriat social entre la Tunisie, le Liban et la France, avec nos partenaires Arc-en-Ciel en France et au Liban. Et c'est des apprentissages au quotidien de tout ce qui se fait de part et d'autre de la Méditerranée qui nous enrichissent donc, et qui nous donnent justement cette portée régionale et ces apprentissages-là. Pérenniser l'action, parce que Chanti, comme vous l'avez dit au tout début, Emmanuel, on est parti aussi sur un modèle qui est dans l'hybridation, qui essaye aussi d'être de moins en moins dépendant totalement des fonds des bailleurs, même si évidemment leur rapport est très important, mais arriver à un niveau, il y a des structures qui peuvent aussi générer leurs propres revenus, qui peuvent aussi avoir une grande partie de liberté d'action qui n'est pas conditionnée forcément par des thématiques qui intéressent les bailleurs, qui sont aussi intéressantes pour nous et pour notre pays, mais avoir, ne serait-ce que dans l'expérimentation, dans entre guillemets, le prototypage des projets à une échelle réduite, à une échelle de pilote, avoir toute la liberté d'action grâce à des fonds propres, grâce à des modèles économiques plus viables et plus intéressants. Et ça, c'est un rôle que Chanti est en train de jouer dans son rôle de renforcement de capacité auprès des acteurs, qu'ils soient publics, parce que le public aussi, il a vocation à se pérenniser dans son action. En Tunisie, par exemple, on a les EPNA, c'est les entreprises publiques qui ont une autonomie financière et qui aujourd'hui n'ont aucune autonomie financière justement
parce qu'ils sont dans des modèles très administratifs, très bureaucratiques et qui ne pensent pas justement à mener et mettre en place des activités génératrices de revenus. Ça aussi, c'est un appui que Shanti aimerait dans le futur développer grâce à son expérience, grâce à son expertise et partager et avec lequel outiller des acteurs publics, privés, associatifs et collectifs, aux collectivités locales qui peinent aujourd'hui aussi même à trouver leur budget pour ne serait-ce que les travaux d'aménagement ou autres. Donc voilà, tout en gardant évidemment les garde-fous sur ce que je disais, un espace civique libre, mais aussi protégé et qui fait participer tout le monde, notamment les plus précaires et surtout les plus précaires. Merci beaucoup, Lobna Saïdi. Pour la Tunisie, je vais faire un bond géographique et je pars du côté du Maroc. Qu'en est-il, monsieur Belland, du Maroc? Comment vous vous imaginez dans 10 ans en tant qu'acteur associatif? Votre micro est coupé, je crois. Oui, pardon. Donc, merci. Donc, on espère bien d'ici 10 ans que la société civile marocaine deviendra un acteur fondamental et jouera un rôle clé dans la promotion de l'intégrité et de la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques. Et bien sûr, on espère bien avoir un bon positionnement pour participer au processus décisionnel des affaires publiques. Certes que la Constitution nous a ouvert cette opportunité, mais ça reste dans ses débuts et on espère bien d'ici 10 ans que la société civile pourra participer au processus décisionnel. Et aussi, on espère bien en tant qu'association qui a quand même pu acquérir un certain professionnalisme. J'ai malheureusement pas pu parler de notre association. Notre association est une association nationale avec au-delà de 20 000 adhérents, avec 40 sections dans tout le Maroc. Et on est membre du Conseil économique, social et environnemental ici au Maroc, c'est-à-dire on a l'opportunité de revoir les lois, etc. Cette opportunité n'est pas ouverte à toutes les ONG marocaines. On espère dans le futur que les ONG marocaines seront qualifiées pour bien se positionner et participer aux décisions et bien sûr plaider auprès, que ce soit les décideurs au niveau national, que ce soit au niveau international, pour le bien du citoyen marocain, du citoyen international, du citoyen maghrébin, du citoyen africain, et surtout qu'on est une association qui œuvre dans le domaine du changement climatique et de l'environnement, des affaires de l'environnement, de l'éducation. Ce sont des affaires qui restent un petit peu universelles. Et comme vous le savez, que ce soit au Maghreb ou en Afrique, on a beaucoup de déficits et on souffre beaucoup de ces effets néfastes, que ce soit des changements climatiques ou des problématiques liées à l'éducation, etc. Et on espère bien être et participer à d'autres ONG à l'échelle maghrébine et africaine pour mettre en place une stratégie qui puisse mettre en œuvre des expériences de consolidation, de capitalisation, d'une part, et de favoriser des actions pilotes novatrices d'autre part, parce qu'on a besoin, comme acteur associatif, et j'espère d'ici 10 ans, peut-être notre association avec les associations ici présentes et d'autres associations, au moins mener ça à l'échelle maghrébine, mais faire une synergie entre la société civile maghrébine, mener des actions ensemble, plaider ensemble, parce que les problématiques, ça reste commune et ça se répète dans nos différents pays et les défis sont vraisemblablement sont les mêmes et on devrait mettre les mains dans les mains et que la société civile, elle est maintenant, elle a sa place, certes, et je pense que c'est le même cas que l'Europe, le citoyen perd la confiance pour l'acteur politique et certes que l'acteur politique a une grande place dans bien sûr la gouvernance de nos pays, mais la place aussi doit être considérable pour la société civile. Donc, je vous remercie et je reste à votre disposition s'il y a des questions.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup à vous cinq d'avoir participé à cette table ronde. Je vois que nous avons quelques questions dans le fil de discussion. Donc, le temps qui nous est imparti file à toute vitesse. Donc, nous allons essayer d'être rapides pour pouvoir répondre. Nous avons d'abord une question de l'Institut français d'Occitanie qui s'adresse en particulier au Maroc. Le concept des écoles communautaires de base prévoit un rôle important des associations locales. Qu'en est-il de la réalité? Monsieur Belland, je vous laisse la main. Merci. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Maroc maintenant, il est en train de mettre en place la loi cadre 51-17 qui est une loi. C'est pour la première fois, comme je dis, je précise bien sûr, une loi qui oblige l'État à assumer ses responsabilités et qui oblige tous les acteurs à assumer leurs responsabilités. L'école communautaire, là, elle est dans une phase, on est dans le commencement. Il y a des projets pilotes dans tous les AREF, c'est-à-dire les académies régionales de l'éducation et de formation. Au moins, dans chaque province, on a au moins 2 écoles communautaires. On est dans le commencement et c'est une approche c'est une approche que l'État a adoptée surtout pour lutter contre l'abandon scolaire. Certes, dans le rural, on a noté que les indicateurs de l'abandon scolaire augmentent de temps en temps. Certes, qu'il est de 1%. Lorsqu'on parle de 1%, ce sont des milliers de jeunes et des écoliers. Donc, on est censé d'intervenir. Et à l'approche des écoles communautaires, c'est-à-dire une école où les élèves du différents doigts, il y a le VIV, où il y a l'hébergement, il y a la restauration, où il y a tout ce qu'ils ont besoin. C'est une approche qui a bien sûr montré beaucoup d'intérêt auprès de, que ce soit des citoyens, que ce soit des élèves. Elle est mise en place. C'est une expression qui a réussi et j'espère bien que ça va être généralisé. D'ailleurs, tout le monde plaide pour l'instant pour que ce soit une approche généralisée dans les futurs, dans les 10 années prochaines. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Belland Boujema. Une deuxième question plus globale qui est reliée à notre première intervention à la conférence. Donc, je vais peut-être interpeller Monsieur Martin Péricard pour répondre à cette question. Parmi les traits communs, quel est celui sur lequel nous pouvons nous appuyer pour développer les projets de développement solidaire, durable et structurant? Eh bien, je crois que il est important de faire en sorte que on se situe aussi dans les objectifs de développement durable qui sont posés au niveau international et qui permettent de dire que on ne travaille plus avec la main qui donne du nord auprès de la main du sud qui reçoit. On n'est plus dans une logique nord-sud, on est sur des logiques et des problématiques de territoire à territoire et de travail en commun. Donc, je pense qu'il est important pour la France de pouvoir travailler avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie, sur des problématiques de développement que nous retrouvons dans nos quartiers, que nous retrouvons aussi sur notre territoire. Je pense par exemple à Marseille, où il y a des habitats insalubres sur lesquels travaille Emmanuel Matedi dans le cadre de la chaire des sociétés civiles et des initiatives des sociétés civiles qui sont portées par les sociétés civiles de la France, mais aussi du Maghreb. Et si on prend les quartiers insalubres, eh bien, on peut y réfléchir en commun et trouver des financements communs. Ça me permet de finir en disant un mot sur cette chaire qui travaille sur les transitions en Méditerranée avec les initiatives innovantes des sociétés civiles. Et de dire que si vous êtes intéressé par ce travail, qui est la suite de notre travail, vous pouvez contacter Emmanuel Matedi. Un mot de conclusion pour remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour ce colloque virtuel et puis vous dire que ce travail de recherche est une belle aventure qui commence et que ensemble nous pouvons la poursuivre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Martin, merci beaucoup à toutes et tous. Donc cette table ronde nous a permis à la fois de faire le constat d'un besoin de plus de mixité, un plaidoyer qui n'est pas suffisant dans l'action des acteurs de la société civile, le besoin d'altruisme, le besoin de connexion entre les deux rives, d'agir à différentes échelles, qu'elles soient micro, macro ou méso, faire participer la jeunesse, on l'a bien entendu, hein, notamment avec le REF et l'association SDH, et mieux prendre en compte cette jeunesse dans les décisions et la faire participer. Un avenir certes, avec, on l'espère, que les associations soient prises en compte comme un vrai partenaire de développement, avec plus de reconnaissance, plus d'implication, des processus, des procédures facilitées, une plus grande mobilité ou encore une pérennisation de l'action de ces associations. Je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour vos interventions respectives. Je remercie également l'ensemble des participants à ce webinaire qui aura duré un tout petit peu plus de 2 heures. Donc merci de votre patience et de votre écoute. Je tiens également à remercier Alternative Communication, Production et Conseil pour son aide à la réalisation. Donc Karim, merci beaucoup. Et je tiens voilà, à vous remercier au nom de la Direction régionale Afrique du Nord et de l'AFD. Et je vous souhaite à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà.